Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la transmission synaptique du message nerveux. On va donc parler de synapses. Les synapses dans le corps, il en existe de trois types. Il y a des synapses électriques, dont on ne parle jamais dans le programme des lycées, et des synapses chimiques de deux types. Les synapses entre deux neurones, donc une synapse neuroneuronique, ça intéresse le programme de première en particulier, et les synapses neuromusculaires entre un neurone et un muscle. Ce qui caractérise ces deux synapses-là, c'est que le message nerveux qui est de nature électrique dans les fibres, ici présynaptique et postsynaptique, ou musculaire, ne peut pas franchir cet espace. En effet, si je prends deux câbles électriques, comme par exemple ici cette lampe que j'allume, elle est alimentée via l'électricité qui passe dans ce câble-là, et ce câble est lui-même en contact avec un autre câble. On a donc ici, en quelque sorte, une synapse. D'accord ? Si je mets un espace entre les deux fils, eh bien, il se passe ça. C'est-à-dire que le courant ne passe plus. Le courant ne passe pas dès lors qu'il y a un espace, même s'il est petit. Dans une synapse comme ça, l'espace est de l'ordre de 40 nanomètres. C'est donc tout petit. Suffisamment petit pour que le contact se maintienne et que les forces électrostatiques tiennent ensemble les neurones, mais en même temps c'est trop grand pour laisser passer le message nerveux de nature électrique. Du coup, comment il passe ? S'il n'est pas électrique, il passe de façon chimique, c'est-à-dire grâce à des molécules qui transmettent l'information du neurone présynaptique au neurone postsynaptique. La question est de savoir quelles sont les molécules qui passent là. Alors, posons-nous la question comme il faut. Regardez un neurone ici, c'est une structure orienté dans l'espace, avec des dendrites, un corps cellulaire, un noyau, là. Ce noyau contient l'information génétique qui permet la synthèse de protéines, donc des molécules qui se terminent en -ine à la fin. Et ces protéines sont véhiculées jusqu'à la terminaison synaptique, c'est-à-dire là, à l'intérieur de petites vésicules, c'est-à-dire des poches, des sortes de gouttes d'huile, qui arrivent jusque-là. Et ces gouttes d'huile, on les voit très bien, si je fais un agrandissement sur ce bouton-là, j'ai ça. Voilà, ça c'est la terminaison synaptique d'un neurone moteur par exemple. Et je peux voir des vésicules comme ça, il y en a plein à l'intérieur d'un neurone. Au microscope électronique, on le voit très très bien. Et dans ces vésicules, au microscope, on ne peut pas voir les molécules, mais elles y sont. D'accord ? Alors pour les identifier, c'est très simple. On prend une seringue et on injecte directement dans le muscle, à ce niveau-là, différents types de molécules. Et on regarde celles qui marchent. Alors regardez, on utilise l'adrénaline. Ça ne marche pas. On utilise du liquide physiologique, histoire de voir. Ça ne marche pas non plus. Et maintenant, on utilise de l'acétylcholine. Et là, ça marche. Donc, on peut en déduire qu'à l'intérieur de ces vésicules se trouve de l'acétylcholine. C'est la molécule qui provient du neurone présynaptique et qui agit sur la cellule postsynaptique, ici le muscle. C'est donc le neurotransmetteur ou neuromédiateur du message nerveux. D'accord ? Alors, pour qu'il agisse, il faut forcément qu'il aille à cet endroit, là, dans la fente synaptique, et qu'il agisse ici sur les cellules musculaires. Mais comment ça marche ? Alors pour le savoir, on prend à nouveau une seringue et on injecte directement de l'acétylcholine ici. Et on augmente les doses au fur et à mesure. Alors regardez, ça donne ça. Sur ce graphique là, on mesure la force en newton développée par la cellule musculaire en fonction de la concentration en acétylcholine. Si j'injecte un tout petit peu d'acétylcholine, on constate que la force du muscle est relativement faible. Plus j'augmente la dose, plus la force de contraction du muscle est grande. Et ça va aller jusqu'à 0,04 newton pour 100 micromoles par litre d'acétylcholine. Donc, plus la concentration en acétylcholine est grande, plus la force contractée du muscle est grande. On en déduit que le codage au niveau de la synapse est en amplitude ou en concentration de neurotransmetteurs. Oui, mais à partir d'un certain seuil,
qu'il a atteint pour 0,04 newton, ça n'augmente plus et ça reste constant. On obtient une force maximale. Il n'y a qu'une seule façon d'expliquer ça. C'est que l'acétylcholine, elle agit en se fixant sur des récepteurs de la membrane postsynaptique. Et quand tous les récepteurs sont saturés par l'acétylcholine, alors ça ne sert à rien d'en rajouter, ça ne peut plus augmenter. Cette progression-là, avec un plateau comme ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le monde des hormones, dans le monde des enzymes avec leur substrat, et ici dans le monde des neurotransmetteurs. À chaque fois qu'on a ça, on en déduit qu'on a un système de fixation clé-serrure. C'est-à-dire que l'acétylcholine, c'est comme mon poing là, et ça vient se fixer dans des récepteurs qui lui sont spécifiques. Quand tous les récepteurs sont bloqués par de l'acétylcholine, alors on ne peut plus augmenter le signal. Voilà, donc ça permet de dire qu'ici j'ai des récepteurs spécifiques de l'acétylcholine. Donc je les dessine avec une forme en triangle pour épouser la forme de l'acétylcholine. On remarque que la membrane postsynaptique est repliée, ça permet d'avoir plein de petits récepteurs partout. Ça augmente la surface de réception, vous voyez. Et maintenant je sais que l'acétylcholine agit en se fixant comme ça sur le récepteur postsynaptique. Et c'est ça qui déclenche ensuite un message nerveux dans le muscle. Et c'est maintenant que je peux vous proposer un scénario donc pour la transmission synaptique. En gros, ça marche comme ça. Dans un neurone présynaptique, donc à ce niveau-là, le message nerveux arrive et il est de nature électrique. Si je prends un oscilloscope, je vois un train de potentiel d'action, comme ça, d'amplitude constante et maximum. Ces potentiels d'action arrivent ici, donc dans la membrane. Ils dépolarisent la membrane et ont une action complexe que je ne vais pas détailler, mais en gros, ils font déplacer les vésicules qui se trouvent ici et les amènent vers la sortie. Alors, cette sortie, c'est un mécanisme qu'on appelle exocytose, c'est-à-dire que les vésicules fusionnent avec la membrane qui se trouve là et elles s'ouvrent et elles libèrent tout ce qu'elles contiennent. Ce mécanisme fait intervenir certaines protéines dont je vous reparlerai juste après. Dans tous les cas, une fois qu'on arrive là, l'acétylcholine sort dans la fente synaptique et elle va se fixer sur les récepteurs postsynaptiques. Tant qu'ils sont libres, la force peut augmenter. Et s'ils sont tous occupés, on arrive à un seuil. Une fois que les neurotransmetteurs sont fixés, alors on retrouve un potentiel d'action à l'intérieur du muscle. Et si le message passe bien, on a autant de potentiel d'action ici que là. Donc le message nerveux s'est transmis. Et voilà comment marche donc la transmission synaptique. Électrique, chimique, puis à nouveau électrique. Tout ce passage-là ne dure que 0,5 millisecondes. Donc c'est extrêmement rapide. Et ça va tellement vite que je peux avoir des réactions très fines du muscle. Comme ça par exemple. Paf, paf, hop, hop. Vous voyez des mouvements comme ça? Si je fais ça, ça veut dire que l'acétylcholine agit et est immédiatement détruite après son action. C'est-à-dire qu'une fois que l'acétylcholine s'est fixée, elle est ensuite détruite en petits morceaux par une enzyme qui s'appelle la cholineestérase. Les débris sont recapturés dans la cellule présynaptique et donc on a un recyclage là. Ok? Et on imagine maintenant l'action d'une drogue comme le curare. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Le curare, le voilà. Le curare ressemble à l'acétylcholine, mais c'est pas pareil. Il y a une petite terminaison en zigouigoui là. Quand le curare vient se fixer là, ici, il ressemble à l'acétylcholine, mais c'est pas la même chose. Du coup, il n'a pas d'action. Il ne fait rien. Il ne stimule pas. Du coup, la cellule se relâche. Ok? Et on n'a pas d'enzyme pour détruire ça. La cholineestérase ne reconnaît pas ce truc-là, donc elle ne le détruit pas. Mais du coup, l'acétylcholine ne peut pas se fixer sur ses récepteurs. Du coup, le muscle est paralysé. Et vous mourrez paralysé. Voilà. Il y a une autre façon de paralyser le muscle. Ça s'appelle le botulisme. Le botulisme empêche l'exocytose, là, ici, en bloquant les protéines qui permettent l'exocytose. Et c'est une maladie terrible et on en meurt de ça. Mais aujourd'hui, on utilise le Botox, qui est donc la toxine botulique, à toute petite dose, dans le but de relâcher les muscles, en particulier du visage, de manière à détendre la peau et à éviter les rides. Vous avez compris maintenant comment fonctionne une synapse, et en l'occurrence neuromusculaire. Une synapse neuroneuronique marche exactement de la même manière, simplement là, ici, on a un neurone postsynaptique au lieu d'une cellule musculaire. Mais par contre, il y a quelque chose de un petit peu plus compliqué dans la réalité. Dans la réalité, quand deux neurones communiquent, c'est rarement une seule synapse
qui agit à la fois. En réalité, un neurone, ça c'est un corps cellulaire du cerveau, là par exemple, reçoit entre 1000 et 10 000 connexions à la fois. C'est-à-dire qu'il reçoit des messages qui arrivent de partout, comme ça, et du coup, il se retrouve obligé de faire des choix en réalisant ce qu'on appelle des sommes. Il fait la somme, c'est-à-dire il additionne tout ce qui lui arrive avant de prendre une décision qui, elle, est unique. Puisque chaque neurone possède plusieurs dendrites, ou plusieurs contacts directement sur son corps cellulaire, mais toujours qu'un seul axone. Donc une seule décision prise à la fois. Ce mécanisme-là est appelé intégration nerveuse. En effet, quand on fait une intégrale, une intégration, on réalise la somme de tout ce qui arrive pour faire un tout. D'accord ? Donc la somme de plusieurs messages pour faire un seul message. Alors comment ça marche dans un cas comme ça ? Pour le faire de façon très simple, je vous ai modélisé ici un motoneurone, donc le même que celui-là, avec 3 contacts. 2 contacts avec des neurones ici qui sont de type excitateur, c'est-à-dire qui envoient des molécules comme le glutamate par exemple, qui est un neurotransmetteur excitateur. Donc ça se modélise comme ça, on met un plus là, je mets un plus ici. Ici on a 2 synapses excitatrices, d'accord ? Et la 3e synapse là, elle est inhibitrice. Là on a des neurotransmetteurs comme le GABA. Le GABA en général bloque le message nerveux. Donc 2 synapses excitatrices, une synapse inhibitrice. Ici, je prends une électrode réceptrice et j'enregistre sur un écran d'oscilloscope le résultat après stimulation de A, B ou C ou tout en même temps. Et alors regardez ce que ça donne, c'est ça qui est très intéressant. Au départ, j'ai un potentiel à moins 70 millivolts, c'est le potentiel de repos, là à ce niveau-là. Et tout d'un coup d'un seul, je stimule le neurone A. Le neurone A envoie un message et ce message est excitateur. Ça donne donc une dépolarisation qui va vers le haut, comme ça. Mais ça ne suffit pas à engendrer un potentiel d'action. La dépolarisation est trop faible. On appelle ça au fait un potentiel post-synaptique, ou PPS. C'est-à-dire excitateur puisqu'il va vers le haut, donc un PPSE. Si je restimule une deuxième fois A, j'ai exactement la même chose, mais avant que ça retombe, si je restimule rapidement A une deuxième fois dans la foulée, alors là, je vais doubler les potentiels post-synaptiques. Et là, je franchis le seuil qui me permet d'avoir un potentiel d'action à plus 30. Bon, je suis à peu près à plus 30 là. Et donc, j'ai un potentiel d'action. Et voilà, ça y est, ça marche. Ici, en réalisant une somme dans le temps, en allant très vite, j'arrive à avoir un potentiel d'action. On parle là de sommation temporelle. Mais je peux faire autrement. Si je stimule ces 2 neurones en même temps, alors là, je dépolarise suffisamment pour avoir un potentiel d'action. Cette fois-ci, je ne fais pas une somme dans le temps, mais je fais une somme dans l'espace. C'est-à-dire que j'ai 2 neurones séparés dans l'espace, là. Si je les stimule en même temps, ça donnera aussi un potentiel d'action. On parle là de sommation spatiale. Si je stimule le neurone C tout seul, alors là, regardez, là j'étais déjà dans le négatif, à moins 70, mais là je vais passer carrément à moins 90. On dit qu'on hyperpolarise la membrane. Donc c'est ça qui fait que le neurone n'est plus du tout réceptif, puisqu'à moins 90, là, on ne fait plus rien. On est vraiment loin du potentiel d'action. Si je rajoute des benzodiazépines, alors j'augmente l'effet, je passe à moins 140 millivolts. Donc là, je relâche totalement mes neurones. Si maintenant je mets un neurone A en action avec un neurone C, alors à ce moment-là, j'annule les deux et j'ai rien, tout simplement. C'est facile à comprendre. Et maintenant, si je stimule en A, en C et en B, et bien alors là, je vais avoir une bosse comme ici, si vous faites le calcul. Mais si juste après, je stimule en A, sommation temporelle, et j'ai un potentiel d'action. Voilà. Et je peux m'amuser à faire des combinaisons comme ça à l'infini. Bon, en attendant, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.